Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette journée mondiale de l'audition. Ça se passe partout sur la planète aujourd'hui. Donc, c'est une journée qui est organisée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Et le thème cette année, c'est des soins auditifs pour tous. Et à cette occasion, l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal a décidé d'organiser un webinaire. Normalement, ils font ça sur place, mais cette année, évidemment, à cause de la pandémie, c'est virtuel. Et on est très content parce qu'on peut rejoindre des gens de partout dans la province. Alors, c'est vraiment intéressant. Et Audition Québec, nous sommes partenaires donc avec l'école. Et le thème de cette conférence, en fait, il y aura 2 conférences, c'est problèmes d'audition, de l'évaluation à la réadaptation. Alors, nous sommes très contents du fait que c'est 100% accessible. Comme vous pouvez le voir, il y a le sous-titrage à l'écran et nous avons également 2 interprètes du CIVET, le service d'interprétation visuelle et tactile, qui vont interpréter la conférence en langue des signes québécoise. Je vous présente nos 2 conférenciers très bientôt. Mais avant, juste 2 petits points techniques. Je voudrais aussi remercier Nathalie Gagné. C'est elle qui s'occupe du sous-titrage en direct. Ce n'est pas la reconnaissance vocale, c'est une vraie personne. Au niveau technique, il va y avoir donc, avec nos 2 conférenciers, une présentation PowerPoint qui va prendre beaucoup de place dans l'écran. Comme spectateur, vous allez avoir la possibilité d'ajuster la grosseur du PowerPoint pour avoir 3 fenêtres à la droite, le conférencier, les sous-titres et la LSQ. Alors, vous pouvez juste grossir ou rapetisser votre fenêtre. Il y aura une période de questions à la fin complètement. Donc, si vous avez des questions durant la conférence, prenez-les en note et vous pourrez les poser soit par écrit, soit oralement à la fin complètement. Avant de vous présenter nos conférenciers, je veux aussi mentionner que, justement, à l'occasion de la Journée mondiale, l'OMS a publié hier un rapport, les journaux en ont fait mention, un rapport qui est quand même assez alarmant si on ne fait pas attention à nos oreilles. Ce que ça dit, c'est que d'ici 2050, si la situation continue comme maintenant, il pourra y avoir jusqu'à 2,5 milliards de personnes. Ça, c'est une personne sur 4 qui pourrait avoir des problèmes auditifs. Et s'il n'y a rien qui est fait, il y aurait 700 millions de ces personnes-là qui, à un moment ou à un autre, auront besoin de soins auditifs. Alors, ce que l'OMS dit, c'est que pour ralentir ça ou prévenir ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention à la pollution sonore, la pollution par le bruit, éviter les bruits trop forts, surtout l'écoute avec les écouteurs, de faire attention quand on écoute de la musique, de prendre soin de ses oreilles, de surveiller les médicaments qu'on prend, d'en parler à notre pharmacien, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent endommager l'ouïe de façon irrémédiable, et évidemment d'avoir une bonne hygiène de l'oreille. Donc, si on fait ça, on peut prévenir. Et aussi, la clé, c'est la détection rapide et l'évaluation clinique. Alors, justement, aujourd'hui, on a avec nous 2 spécialistes. Je vous les présente. Donc, M. Jean-Pierre Gagné, bonjour, qui est professeur émérite à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Il est chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de la Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal toujours. Et on a également M. Ronald Choquette, aucun lien de parenté avec moi, qui est docteur en audiologie. Il est professeur agrégé donc à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Alors, je vais partager le diaporama que nos 2 conférenciers ont préparé. Alors, M. Choquette, je vous laisse la parole. Bon, bienvenue à tous à cette présentation. Comme je disais à Mme Choquette, c'est vraiment une présentation grand public. Au fond, c'est une présentation générale. Au fond, la conférence ou la présentation se divise en 2 parties.
La première, on va parler surtout des causes, des effets ainsi que les manifestations de la présence d'un problème d'audition. Et la deuxième section va porter sur les outils d'intervention servant à contrer les effets négatifs d'un problème d'audition, autant chez la personne malentendante que chez les membres de son entourage. OK? Au début, comme disait Mme Choquette, le rapport de l'OMS démontre que d'ici 2050, le nombre de personnes ayant un problème d'audition va augmenter, mais présentement, il y a déjà plusieurs personnes qui présentent des problèmes d'audition. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, si on parle de 20 à 39 ans, on parle de au-dessus de 10%. 40 à 49 ans, c'est 14,8 et 50 à 59 ans, on parle déjà de 16% des personnes qui présentent un problème d'audition. OK? Cependant, lorsqu'on augmente en âge, c'est évident que le nombre de personnes qui présentent un problème d'audition va en augmentant. On parle de 60 à 69 ans, c'est une personne sur trois. De 70 à 79 ans, on parle d'une personne sur deux. Et à 80 ans et plus, on parle de 9 personnes sur 10. Donc, même présentement, il y a beaucoup de personnes qui présentent un problème d'audition. OK? Puis, si on prend ces pourcentages-là multipliés par la population du Québec, ça fait que présentement au Québec, il y a environ 1 600 000 personnes qui présentent un problème d'audition, ce qui est 2 fois la population totale de la ville de Québec. Donc, ça fait un grand nombre de personnes. Si on regarde chez les personnes âgées, les conditions médicales traitables, c'est bien spécifié, traitables, sont dans l'ordre par présence. La première, c'est l'arthrite. La deuxième, c'est la haute pression. Et la troisième, c'est surdité ou problème d'audition. OK? C'est sûr, quand on parle d'audition, on parle d'oreille, puis je pense que je trouvais ça important d'expliquer comment fonctionne une oreille. C'est ça que je vais faire maintenant. OK? OK. L'oreille, elle se divise en 3 parties. Vous avez ce qu'on appelle l'oreille externe, qui est le pavillon. C'est ça qui capte les sons quand on écoute. Dans cette partie-là, un des fréquents problèmes d'audition, ça va être causé par un bouchon de cérumen, ce qu'on appelle de la cire, mais ça peut être enlevé, donc ça enlève le problème d'audition. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est une petite cavité ou une petite caverne, moi j'appelle ça une caverne, puis vous avez le tympan et 3 petits os ou osselets, qui sont les plus petits osselets, trois plus petits os du corps humain. Au fond, l'oreille moyenne sert à transformer le son en vibrations qui sont transportées à l'oreille interne. Au niveau de l'oreille moyenne, ce qu'on voit souvent comme problème qui cause un problème d'audition, c'est les otites. Au fond, c'est du liquide qui se fait derrière le tympan. Vous avez aussi, on peut avoir ce qu'on appelle une perforation du tympan. Donc, c'est sûr, avec une perforation, l'audition diminue. Et finalement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une otosclérose. C'est une maladie qui se produit au niveau de l'oreille moyenne, puis qui fait diminuer l'audition. OK? Prochaine diapo. Ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des problèmes d'audition causés par un problème de l'oreille moyenne, externe, excusez, et moyenne, sont temporaires. OK? Ils peuvent être traités par des traitements médicaux, soit des médicaments ou des chirurgies. OK? Finalement, vous avez ce qu'on appelle l'oreille interne.
Ça, c'est la partie la plus importante de l'oreille. Moi, je le surnomme le transformateur. Ce qu'il fait, c'est qu'il transforme les vibrations qui viennent de l'oreille moyenne en électricité qui est envoyée au cerveau par le nerf auditif. OK? Prochaine diapo. Bon, ici, on voit une oreille interne plus dans le détail. Vous avez deux parties. Vous avez la partie de droite qui est vraiment la partie pour entendre. Et à gauche, vous avez ce qu'on appelle le vestibule qui sert à maintenir l'équilibre chez l'humain. OK? Prochaine diapo. Bon, ça, c'est une image, une photo qui a été faite avec un microscope électronique qui montre que dans l'oreille interne, on a ce qu'on appelle des petites cellules, ce qu'on appelle les cellules ciliées. Leur travail, c'est de capter les vibrations et les transformer en électricité pour les envoyer au cerveau. En moyenne, il y a entre 15 à 20 000 de ces cellules-là dans chacune de nos cochlées ou ce qu'on appelle l'oreille interne. OK? Prochaine. Aussi, ça, c'est une cellule mise à part. Comme vous pouvez le voir, sur le dessus de la cellule, vous avez ce qu'on appelle des stéréocils ou ce qu'on appelle des petits cils. Puis souvent, quand il y a un problème d'audition au niveau de l'oreille interne, c'est ces cils-là qui se font endommager. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? Si vous regardez encore sur la photo, voyez-vous, dans ce cas-ci, on a beaucoup de cellules qui sont endommagées ou qui sont même disparues. Puis si on compare, c'est très flagrant de voir la différence entre des cellules ciliées en santé et des cellules ciliées endommagées. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un problème d'audition causé par un problème au niveau de l'oreille interne sont permanents. Il n'y a présentement aucun traitement médical qui peut être appliqué pour les traiter. Donc, dans le cas d'un problème d'audition permanent, un plan de réadaptation audiologique doit être mis en place pour diminuer les effets du problème d'audition chez la personne malentendante et son entourage. OK? Les causes possibles, mais il y en a plusieurs. Il y a le bruit, il y a des problèmes génétiques, des médicaments qu'on appelle autotoxiques. C'est des médicaments qui vont affecter le fonctionnement de l'oreille. Ça peut être des problèmes cardiaques. Ça peut être aussi être exposé à des explosions ou à des traumas acoustiques. Et finalement, prochaine diapo. OK. Oh, il y avait le facteur âge, qui est un facteur important pour la présence des surdités permanentes chez les personnes malentendantes. OK, prochaine. OK. Une surdité due à l'âge, on appelle ça une presbyacousie. Presby pour âge, puis acousie pour surdité. Donc, c'est une perte progressive de l'audition liée à l'âge. Souvent, c'est bilatéral, donc à chacune des oreilles, et symétrique, en voulant dire que la surdité est à peu près du même niveau de chaque côté. Le degré de la déficience puis des manifestations varie d'une personne à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que deux personnes peuvent avoir le même niveau de surdité, mais pas avoir le même montant de difficulté. Puis, comme on disait auparavant, ça ne peut pas être traité sur le plan médical. OK? Puis ici, vous avez un exemple de la dégradation ou la diminution graduelle de l'audition selon l'âge. C'est sûr qu'à 20 ans, on a une très bonne audition, mais déjà à l'âge de 30-40 ans, vous voyez, l'audition commence déjà à baisser naturellement dû au processus d'âge. Et plus la personne vieillit, plus la surdité augmente en degrés.
Dans le domaine, on dit qu'une audition normale, ça se situe environ entre 0 et 20 dB. OK? C'est ça qui est catégorisé comme une audition normale. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir de 40 ans, déjà, les personnes présentent une surdité en dehors de la normale. OK? C'est quoi les conséquences d'un problème d'audition? OK? Il y a différentes conséquences. Prochaine diapo. Bon, il y a la première chose que la personne qui a un problème d'audition va rapporter, c'est une perte de sensibilité. Au fond, la personne a en difficulté à entendre les sons faibles, surtout s'il s'agit de sons aigus. Ça fait en sorte que la personne, que certains sons de la parole ne seront pas entendus. Prochaine diapo. OK. Comme vous voyez ici, c'est un diagramme ou un audiogramme avec les différentes lettres de la voix. Puis la banane, ça représente au fond la voix à niveau normal. OK. Prochaine. Puis ici, j'ai mis une surdité. OK. Ça, voyez-vous, dans les basses fréquences, qui est à gauche, l'audition est dans les limites de la normale, alors qu'à droite, vers les sons aigus, mais la surdité est quand même assez importante. OK. Prochaine diapo. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une surdité de ce type-là ou de cette forme-là? Ce qui va arriver, c'est que tous les sons de haute fréquence de la parole vont être rendus inaudibles, comme les S, les F, les CH. Donc, c'est sûr qu'en n'entendant pas ces sons-là, la personne peut ne pas comprendre qu'est-ce qu'on lui dit ou confondre des sons qui se ressemblent. Exemple, si la personne a une surdité en haute fréquence, souvent, elle va avoir de la difficulté à faire la différence entre 10 et 6. Donc, la personne avec la surdité va mélanger les sons qui se ressemblent, puis ça va amener des difficultés à comprendre une conversation. Exemple, tu as un rendez-vous mais si la personne n'entend pas, ça peut être, prochaine diapo, ça pourrait être soit le 6 ou le 10. Un, c'est la première chose. Deux, si elle manque le début de ambre, est-ce que c'est septembre, novembre ou décembre? Puis après ça, mais c'est à quelle heure? C'est-tu à 6 heures ou à 10 heures? Donc, si on les met ensemble, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre tu as un rendez-vous le 6 décembre à 10 heures par rapport tu as un rendez-vous le 10 septembre à 6 heures. Puis souvent, c'est ça qui arrive chez les personnes malentendantes, c'est qu'ils vont confondre des lettres, puis à un moment donné, bien, ils ne comprennent pas bien ce qui est dit. C'est que certains sons de la parole sont rendus inaudibles dû à la présence de la surdité. OK? Une autre chose qui est engendrée par un problème d'audition, c'est ce qu'on appelle la perte de sélectivité. OK? La personne a la difficulté à entendre certains sons parmi d'autres, soit dans le bruit ou en groupe. Donc, ce qui arrive, c'est que si la personne malentendante est dans un milieu où il y a beaucoup de bruit autour d'elle, la personne a beaucoup de difficultés à suivre une conversation. OK? Je reprends l'image. Donc, on voit dans ce cas-ci, les sons de haute fréquence sont inaudibles dû à la présence de la surdité. Prochaine. Mais si la personne se ramasse dans un bruit, les sons qui étaient audibles, comme les sons de basse fréquence, comme des bups, qui étaient audibles, qui permettaient à la personne de quand même comprendre un peu, mais sont plus accessibles à cause de la présence du bruit de fond. Donc, les sons aigus ne sont pas audibles, puis les sons de basse fréquence ne sont pas audibles non plus dû à la présence du bruit de fond. C'est pour ça que la plupart des personnes malentendantes
vont rapporter qu'ils ont beaucoup plus de difficultés dans des milieux bruyants ou en groupe par rapport à une situation plus silencieuse. Aussi, une des conséquences d'avoir une perte auditive, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre domaine, l'effort cognitif. Ou, si vous aimez mieux, c'est le surplus de concentration qui est demandé à la personne malentendante pour pouvoir suivre une conversation. Parce que c'est sûr, si on manque des mots dans la phrase, on doit se concentrer beaucoup pour essayer de remplir un peu les trous dans la phrase pour compléter celle-ci. Et ça demande beaucoup d'efforts, puis on appelle ça l'effort cognitif. C'est pour ça que chez les personnes malentendantes, souvent, ils vont rapporter qu'à la fin d'une journée, ils vont être très fatigués ou ils vont sentir que ça a été une journée épuisante parce qu'il a fallu qu'ils se concentrent tout le temps pour essayer de pouvoir suivre la conversation. OK? À retenir, OK? Bon, la plupart du temps, la personne ne présente pas une surdité complète, malgré que certaines personnes qui ont des surdités complètes. Un des phénomènes d'avoir un problème d'audition, c'est que certains sons sont audibles et d'autres sont inaudibles. OK? Les sons inaudibles, pour bien comprendre, comme je disais, c'est les T, les D, les S, les CH. Souvent, c'est là que les problèmes vont survenir parce que ces personnes n'entendent pas ces sons-là. Puis ça explique pourquoi qu'une personne qui est malentendante va dire « j'entends ». Mais le problème, souvent, ce qu'elle va mentionner, c'est qu'elle a de la difficulté à comprendre. Elle va dire les personnes, j'entends quand ils me parlent, mais j'ai de la misère à les comprendre. Ou souvent, ils vont dire, bien, les gens marmonnent. Parce qu'arrive, c'est comme on n'entend pas les sons clairs, on entend plus les sons graves. Ça fait que les personnes ont l'impression que le monde marmonne ou ne parle plus aussi clairement qu'avant. OK? Puis aussi, bien, comme un autre phénomène que je parlais, c'est que ça demande beaucoup d'efforts pour suivre une conversation, puis ça entraîne de la fatigue. Puis aussi, comme je mentionnais, il y a beaucoup de difficultés dans le bruit. OK? Les conséquences, c'est sûr que, comme je disais, vous avez la fatigue auditive. Souvent, une personne malentendante va avoir une tendance à se retirer des conversations parce que ce n'est pas évident de participer à une conversation quand on ne comprend pas tout le temps qu'est-ce que le monde nous dit. Donc, ça peut engendrer de l'isolement. C'est sûr que ça peut occasionner dans certains cas de dépression. Aussi des problèmes de santé mentale. Ça peut aller même à des problèmes de santé physique. Comme je disais, le fait que la personne est obligée de beaucoup se concentrer, ça demande beaucoup d'efforts. Puis à la longue, ça peut causer du stress. Donc, ça a un effet au niveau physique. Puis c'est sûr que ça peut diminuer la qualité de vie. OK? Puis aussi, bien, de plus en plus d'études montrent qu'une surdité non traitée peut amener à des problèmes de pathologie dégénérative d'ordre social. Mais comme on dit, un n'implique pas directement l'autre. C'est pas dire parce que vous avez un problème d'audition que vous allez avoir des problèmes dégénératifs style Alzheimer ou quelque chose comme ça. C'est juste que vous êtes plus à risque. OK? Il faut faire bien attention, ce n'est pas une cause à effet direct. OK? Puis aussi, ben, ça, c'est Mark Ross, c'est un de mes idoles dans mon domaine. Une fois, il a écrit lorsqu'un membre de la famille a une perte auditive, toute la famille a un problème d'audition. Parce que quelqu'un dans une famille qui a un problème d'audition ou un problème de surdité, c'est sûr que ça a un impact sur l'entourage. Ça peut occasionner chez les membres d'entourage la frustration parce qu'ils
ils parlent puis ils ne se font pas toujours comprendre, donc ils peuvent devenir frustrés. Ça peut causer, bon, de l'anxiété, de l'embarras. Ça peut aussi causer de l'impatience, de la colère, ou même à un certain point, les personnes vont moins communiquer avec la personne malentendante, donc ils font comme un retrait des communications. OK? Bon, ça, je vous ai expliqué c'est quoi une oreille, c'est quoi les conséquences. C'est sûr, la première étape, quand on soupçonne que quelqu'un a un problème d'audition, c'est passer une évaluation de son audition. Prochaine. Une bonne évaluation complète, ça comporte plusieurs tests. Ce n'est pas un acouphène, je me suis trompé, c'est par rapport à la surdité. Il y a l'histoire de cas, il y a l'évaluation des besoins de la personne malentendante et les membres de son entourage. Il y a l'otoscopie, la thémanométrie, les mesures des réflexes sapéziens, les émissions auto-acoustiques. OK, prochaine. Il y a les examens tonales vocales, l'audiométrie des très hautes fréquences. Et à la fin, il y a toute l'explication des résultats, l'élaboration d'un plan d'intervention et les recommandations. OK? Bon, c'est sûr qu'un dépistage, ce n'est pas une évaluation. OK? Si on fait juste entendre des sons, puis vous dites je l'entends ou je ne l'entends pas, ça, c'est un dépistage, ce n'est pas une évaluation audiologique. OK? Comme je viens de le demander, si on vous a juste mis des écouteurs puis vous faites entendre des sons, ce n'est pas une évaluation, c'est un dépistage. OK? Puis l'audiologiste, c'est le professionnel de la santé qui possède le plus de connaissances et de compétences pour faire l'évaluation de l'audition d'une personne. Donc, si vous voulez faire évaluer votre audition, le professionnel à consulter, c'est l'audiologiste. OK? Bon, là, je vais passer le flambeau à mon collègue, Dr. Gagné. Je pense que, Jeanne, tu voulais parler un peu, hein? Non, ça va. Alors, Oui, OK. Monsieur Gagné, oui, Je vais Monsieur Gagné. disparaître. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va? Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer, Jeanne ou Ronald, que Oui. vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Super. Alors, Ronald a parlé des problèmes d'audition que les gens peuvent avoir. Et une des choses qui est importante dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, dans la plupart des cas, des problèmes auditifs, ça ne peut pas être traité sur le plan médical. C'est comme tout plein d'autres maladies ou tout plein d'autres conditions de santé, comme l'arthrite, par exemple, ou le diabète. Il y a des solutions qui existent, mais on ne corrige pas ou on ne ramène pas à normal l'audition. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de compenser pour les problèmes d'audition. Puis, il y a 3 grandes catégories de solutions possibles. On va parler rapidement des aides auditives parce que c'est souvent la première solution qu'on tente ou avec laquelle on va expérimenter. Il existe aussi des aides techniques, puis on va parler de ça rapidement. Et je veux aussi insister beaucoup sur les stratégies de communication parce que les stratégies de communication, ça peut être utilisé autant par la personne qui a de la difficulté à entendre que par les gens de son entourage. Prochaine diapo. Alors, si on va, puis on parle des aides auditives, comme je disais, c'est souvent ça qui est utilisé pour pallier à la baisse d'audition. Prochaine diapo. On peut voir que les aides auditives ont évolué beaucoup depuis le temps ou avant même que l'électricité existait. On voit là différents types d'aides auditives. Il y en a qui sont très petites, qui rentrent vraiment dans le canal auditif. Il y en a d'autres qui sont faites et qui sont conçues pour être plus placées derrière le pavillon de l'oreille avec une petite partie qui rentre à l'intérieur. De nos jours, des aides auditives, ça peut être, on peut les acheter de différentes couleurs et on voit ça surtout souvent chez les jeunes. Les aides, dans cette diapo-là, on démontre comment petit ça peut être une aide auditive. Souvent, quand des aides auditives sont petits comme ça vient avec une télécommande pour qu'on puisse ajuster le son ou les programmes dans la main plutôt que ajuster l'appareil comme tel. En
en bas, on voit un type d'appareil auditif qui se porte derrière l'oreille et on voit que, d'une part, ils sont rendus maintenant très petites et que quand on les porte, ils sont presque invisibles. Peu importe le type d'aide auditive qu'on a, qu'on se procure, ils ont à peu près toutes les mêmes composantes. C'est-à-dire qu'il y a un microphone pour capter le son, il y a un amplificateur qui va faire en sorte que le son va être amplifié. Il y a toujours des piles pour alimenter l'aide auditive et il y a toujours un écouteur, c'est-à-dire qu'il faut à la fin que le son qui a été manipulé électroniquement soit retransmis sous forme acoustique et présenté dans l'oreille. Maintenant, presque toutes les aides auditives qu'il y a sur le marché ont un multiprocesseur. On peut penser à des aides auditives comme ayant tous des micro-ordinateurs qui nous permettent de faire tout plein de manipulations du son qui est présenté dans l'oreille de la personne. Une chose importante à bien réaliser, c'est que des aides auditives ils doivent être ajustées pour chaque personne. Alors, chaque personne doit avoir les appareils auditifs doivent être ajustés pour elle. Alors, on ne peut pas prendre les aides auditives de quelqu'un d'autre puis de les porter puis penser que ça va marcher. C'est un peu comme des lunettes. Maintenant, les aides auditives sont à cause de des microprocesseurs, sont munis de multiprogrammes. Par exemple, on pourrait avoir des aides auditives, on pourrait avoir dans nos aides auditives un programme qu'on utilise quand on parle puis on communique dans le calme, quand on communique avec quelqu'un puis il y a du bruit. On pourrait avoir un programme qu'on va utiliser si on veut écouter de la musique. On peut avoir un programme, par exemple, pour utiliser quand on va parler au téléphone. Alors, dans les mêmes aides auditives, on peut avoir différents types d'amplification selon le type de communication qu'on fait. Dans la plupart des appareils auditifs, maintenant aussi, il y a des programmes, il y a des algorithmes qui sont là pour réduire le bruit. Ronald en a parlé un petit peu tantôt, puis je vais en parler beaucoup parce que c'est probablement un des messages les plus importants dans la présentation d'aujourd'hui, c'est l'effet négatif du bruit. Alors, dans certains cas, il y a des prothèses auditives qui peuvent, avec l'aide d'un programme, essayer de réduire le bruit pour qu'on puisse mieux comprendre la parole. Les aides auditives, quand on en a deux, ont des microphones directionnels, c'est-à-dire que les aides auditives sont faites pour capter le son qui vient directement devant nous, parce qu'habituellement, la personne qui nous parle, elle est située directement devant nous, et de réduire l'amplification des sons qui viennent du côté et de l'arrière. Il y a si vous connaissez des gens qui ont des aides auditives, vous avez probablement entendu des aides auditives qui oscillent, hein, qui font un genre de feedback, de rétroaction. Et maintenant, il y a des algorithmes dans les aides auditives qui peuvent annuler jusqu'à un certain point le silement. Et presque aussi toutes les aides auditives maintenant sont munies d'un système Bluetooth qui permet de capter des signaux de différents appareils, comme on va pouvoir voir tantôt. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a tout plein de bienfaits aux aides auditives. Ils sont de plus en plus sophistiqués. Ils sont là pour amplifier les sons. Alors, ils vont amplifier les sons de la parole pour qu'on comprenne mieux. Ils vont amplifier les sons de l'environnement pour qu'on puisse comprendre quand quelqu'un frappe à la porte, quand le téléphone sonne, quand le micro-ondes a fini de fonctionner. Mais malheureusement, les aides auditives ne sont pas spécialisés à un point tel où ils sont capables de ne pas amplifier le bruit. Alors, les aides auditives vont aussi amplifier le bruit jusqu'à un certain point. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et comme je le disais, le bruit, c'est probablement ce qu'il y a de plus nuisible à une personne qui a une déficience auditive. Puis le bruit, dans notre définition du bruit, ma définition du bruit, c'est toutes sortes de sons qu'on ne veut pas entendre. Alors, ça peut être la laveuse, ça peut être la télévision. Si ce n'est pas la télévision qu'on veut écouter, ça peut être la radio parce que la radio joue en arrière pendant qu'on essaie de parler à quelqu'un. Ça peut être le bruit d'un trafic. Alors, tous les sons qui peuvent être dans notre milieu, qui vont nuire à mieux comprendre ce qu'on essaie de comprendre, c'est ce qu'on va parler. Nous, on va appeler ça du bruit dans le monde de l'audition. Prochaine diapo. Alors, une autre façon de contrer les problèmes, une autre
série de solutions pour contrer les problèmes de la déficience auditive. Ce sont les aides techniques et il y a différentes catégories, mais 3 grandes catégories d'aides techniques, dont détecteurs de signaux, des amplificateurs de signaux, puis des amplificateurs pour les grands espaces. Quand on parle d'aides techniques pour détecteurs de signaux, ben maintenant aussi, on peut, par exemple, avoir un détecteur de fumée ou un détecteur de feu qui, pour les gens qui auraient de la difficulté peut-être à détecter les sons que ça fait, on peut avoir une aide technique qui va générer un genre de vibration qu'on va mettre sur un vibreur qu'on va mettre sur notre oreille. Alors, si jamais pendant qu'on dormait, le détecteur de feu déclenchait, bien, ça va nous réveiller. Il y a des cadrans qui sont faits aussi un peu sur le même principe, qui vont émettre un son, mais qui vont aussi émettre une lumière ou une vibration pour que la personne puisse réaliser qu'il y a un son dans l'environnement, même si elle a de la difficulté à entendre. Il y a des équipements, des détecteurs de son qui vont être utilisés pour dire que c'est la sonnette de la porte, ou bien que c'est le téléphone, ou bien que c'est le bébé qui pleure, par exemple. Alors, il y a maintenant de plus en plus d'aides techniques pour détecter les sons de l'environnement. Il y a des aides techniques qui ne sont pas des aides auditives, mais qui amplifient les sons de la parole et qui sont utiles pour des personnes qui n'utilisent pas des aides auditives ou qui ont de la difficulté à s'ajuster à des aides auditives ou que dans leur milieu, ce n'est pas vraiment possible parce que, par exemple, sont couchés toute la journée, sont dans un CHSLD, qui ont de la difficulté à entendre et que porter des aides auditives, pour eux, ce n'est pas pratique. Mais quand on veut communiquer avec eux, mais il existe des petites aides auditives, des amplificateurs comme ceux qu'on voit sur l'écran présentement qui permettent, avec l'aide d'écouteurs qu'on porte, puis avec un petit amplificateur puis un microphone, on peut parler et la personne, le son va être amplifié à un niveau qui est confortable pour eux et aller directement dans leurs oreilles. Alors, il y a aussi différents types d'amplification, d'aides techniques pour amplifier la parole. Et dernièrement, dans l'autre diapo, je voulais parler qu'il y a dans les amplificateurs de signaux, il y a maintenant un système de connectivité. Alors maintenant, beaucoup des aides auditives, comme je disais tantôt, sont munis d'un système Bluetooth. Alors le son qui parvient de notre téléphone intelligent ou le son qui parvient de la télévision ou le son qui parvient de notre ordinateur veut passer directement de la télévision à nos aides auditives, à nos oreilles. Et l'avantage de ça, c'est ça réduit l'effet nocif du bruit, mais aussi ça fait en sorte qu'on peut bénéficier de l'amplification de nos aides auditives. Alors, le son qui sort de la télévision, il n'est pas juste plus fort, mais il est ajusté à notre déficience auditive et il est présenté de façon le plus claire possible parce que ça va réduire l'effet du bruit qu'il y a dans la pièce, par exemple. Alors, c'est la même chose il y a maintenant aussi des téléphones qui amplifient le son. Il y a des systèmes, il y a des aides techniques qui peuvent être utilisées quand les personnes ont surtout de la difficulté à comprendre quand ils écoutent la télévision. En haut, à gauche, là, vous allez voir. Et puis, alors la personne peut utiliser ce genre d'aide technique-là et pouvoir ajuster le volume de la télévision pour que ça fonctionne pour elle sans que ça dérange les personnes qui écoutent la télévision avec eux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et finalement, il y a des aides techniques qui peuvent être utilisées dans des endroits ou des grandes surfaces, comme quand on va à une conférence ou à un cinéma ou à une salle de théâtre. Alors, des fois ces systèmes-là sont inclus à même les aides auditives, hein, parce que c'est comme des bobines d'électroconduction qui font en sorte que le son va passer du microphone de la personne qui parle en avant directement dans nos aides auditives ou, comme je le disais tantôt, par un système Bluetooth ou des signaux MF. Alors, maintenant, dans presque toutes les salles de cinéma puis les salles de théâtre sont équipées de ces systèmes-là. Il s'agit de les demander si on a de la difficulté à entendre et qu'on va assister au cinéma ou au théâtre, par exemple. Prochaine diapo. Et la troisième grande catégorie de solutions, ce sont ce qu'on va appeler des stratégies de communication. Puis des stratégies de communication, c'est en fin de compte tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on utilise déjà d'ailleurs normalement
pour se faire comprendre ou pour indiquer à la personne qu'on n'a pas bien compris. Alors, il peut y avoir une panoplie de différentes stratégies qu'on peut utiliser et on peut les mettre dans différentes catégories. Il y a des stratégies qui vont être utilisées par la personne qui a de la difficulté à entendre. Il y a des stratégies qui vont être plus utilisées par les personnes qui s'adressent aux personnes qui ont de la difficulté à entendre. Puis il y a des stratégies qui peuvent être utilisées par tout le monde, parce qu'en fait, compte, ça l'aide tout le monde. Dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, c'est juste pour vous faire, cette diapo-là, elle est là juste pour vous faire constater que quand quelqu'un ne comprend pas, il peut y avoir différentes raisons. Ce n'est pas juste dû à la personne qui écoute et à son système d'audition qui peut-être peut-être une déficience auditive, mais il peut y avoir d'autres facteurs. Ça peut être, par exemple, la personne qui parle. Et si vous avez des ados, ou vous connaissez des ados, vous allez savoir qu'effectivement, c'est difficile de comprendre des ados parce qu'ils marmonnent et ils n'articulent pas bien. Alors, des fois, on ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas bien, mais c'est parce que la personne ne parle pas bien. Ou ça peut être quelqu'un, par exemple, qui parle avec un accent très accentué, si vous permettez l'expression. Alors, si vous parlez à quelqu'un qui vient, je ne sais pas, d'une région de la France ou d'une région du Québec puis qui a un fort accent, bien, ça peut être difficile à le comprendre. Et encore une fois, peut-être que la responsabilité de se faire comprendre, elle vient de la personne qui parle, pas juste de la personne qui écoute. Ça peut aussi être de la personne qui écoute, dû à une perte d'audition. Ça peut être dû au fait que la personne pour qui le signal est destiné, son attention, elle est ailleurs, puis elle ne comprend pas bien. Alors, une source des bruits de communication, ça peut être le locuteur, ça peut être l'interlocuteur, ça peut être le message. Si moi, je commence à vous parler ou si vous allez voir votre médecin puis qu'il commence à utiliser des termes super complexes et techniques pour vous expliquer votre maladie ou votre problème de santé, bien, que vous ayez une bonne audition ou non, vous n'allez pas le comprendre parce que le message n'est pas adapté à nous, à la personne. Et la quatrième source de bruit de communication, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est probablement plus important même que de la perte auditive de la personne comme telle. Et quand on parle de l'environnement, je reviens à la question du bruit qu'il y a dans la pièce, dans le milieu dans lequel on essaie de parler. Alors, si on est assis dans le salon puis quelqu'un vient nous parler et que la télévision fonctionne, bien, c'est une source de bruit, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à entendre. Alors, si on essaie de parler avec quelqu'un, puis la lumière, elle n'est pas bien placée, puis ça fait en sorte qu'on ne voit pas bien le visage de la personne qui parle, mais l'environnement, la luminosité dans cette pièce-là va faire en sorte que c'est plus difficile à comprendre. Alors, ce sont tous des points qu'il faut, quand on ne comprend pas ou quand l'autre ne comprend pas, quand on lui parle, on peut se demander pourquoi la personne ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas bien parlé, je n'ai pas parlé assez clairement? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé des mots de vocabulaire que la personne ne comprend pas? Est-ce que c'est parce que la personne a de la difficulté c'est à cause de sa difficulté à entendre, ou c'est parce qu'il y a du bruit ou c'est parce que dans l'environnement? Alors, je vais vous donner quelques conseils pour faciliter la compréhension. Et la première, vous allez vous en douter, c'est éliminer ou éloignez-vous des sources de bruit. Alors, si vous êtes dans le salon et que vous voulez parler à quelqu'un qui a de la difficulté à entendre, allez fermer la télévision avant de lui adresser la parole. Allez fermer le radio avant de lui adresser la parole. Si vous êtes dans une chambre d'hôpital et qu'il y a tout plein de bruit dans le corridor, puis vous visitez vos parents qui sont âgés et hospitalisés, allez fermer la porte pour qu'il y ait moins de bruit dans la chambre. Ça peut vouloir dire d'aller fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Essayez de voir s'il y a du bruit dans la pièce que vous allez parler, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire ou éliminer ce bruit-là. Et la deuxième chose à faire par rapport au bruit, c'est de la prochaine diapo, s'il vous plaît, c'est de se rapprocher de la personne. Alors, plus on est près de la personne, plus notre voix va être forte, plus que notre voix va porter, plus que la personne, le son de notre parole va être plus fort.
dans ses oreilles. Alors ça, cette image-là, elle est surtout là pour me rappeler qu'il y a un effet de distance. Alors si on parle à quelqu'un puis il est à 20 pieds ou à 3 mètres de nous, le son de sa parole, elle va être beaucoup plus faible que si si on est à 1 mètre de la personne ou à 1 mètre et demi. Quand on parle à une personne, idéalement, on se positionne devant la personne et à une distance d'à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi, de 3, 4, 5 pieds de la personne et directement devant la personne. Alors, à se rappeler, ces deux stratégies-là, éliminer le bruit et se rapprocher de la personne. Et la deuxième stratégie, c'est assurez-vous que la personne puisse voir votre visage. Alors, quand on a une déficience auditive ou quand il y a du bruit ou quand on a de la difficulté à entendre, peu importe si on a une déficience auditive ou non, on se fie beaucoup sur l'information qu'il y a sur le visage de la personne qui nous parle et particulièrement sur les lèvres. Alors, qu'on sache, qu'on en soit conscient ou non, quand on est dans des milieux bruyants ou ces difficultés à entendre, on fait de la lecture labiale. Si vous êtes jeune et vous allez dans des bars et c'est tout plein de bruit puis tout plein de musique, vous allez vous apercevoir que si vous essayez de jaser, de discuter avec quelqu'un, que la première chose que vous allez vouloir faire, parce que c'est difficile, parce que c'est trop bruyant, c'est de regarder ce qui se passe sur son visage puis regarder sur ses lèvres. Regarder sur ses lèvres, faire de la lecture labiale, ça peut améliorer notre degré de compréhension de 20 à 40 %. Alors, c'est vraiment, le prochain diapo, s'il vous plaît. C'est vraiment pas rien. Et l'autre chose, c'est par rapport à pouvoir faire de la lecture labiale, c'est de s'assurer que la source sonore, que la lumière, que le soleil, que la lampe, que qu'est-ce qui produit de la clarté, que ce soit devant nous qui parlons plutôt que derrière nous. Si vous regardez l'image à gauche avec les rideaux, quand la source sonore elle est derrière la personne qui parle, on ne voit pas les traits distinctifs, les fins traits qu'il y a sur son visage, et son expression et ses lèvres. Par contre, dans l'autre image à côté, si la source de la lumière elle est devant la personne qui parle, bien, la personne qui entend, qui écoute, va pouvoir bien voir son visage et bien voir son articulation pour pouvoir faire de la lecture labiale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je reviens à la lecture labiale et j'ai juste les résultats d'une étude pour vous montrer à quel point ça peut faire une différence. Sur cette diapo-là, vous allez voir de en haut en bas, ça dit pourcentage de reconnaissance de 0 % à 100 % et sur l'autre axe, ça va de moins 12 à plus 3. Et moins 12, on parle de rapport signal sur bruit et ça veut dire est-ce que la parole elle est plus forte que le bruit ou est-ce que le bruit il est plus fort que la parole? Alors, quand on dit le rapport signal sur bruit est moins 12, ça veut dire que le bruit est beaucoup plus fort que la parole. Et vous allez voir, et les résultats que vous allez voir sur ce graphique-là, c'est dans deux conditions expérimentales différentes. Dans une des conditions, les points en noir, c'est quand la personne a fait juste écouter, puis elle doit répéter des mots. Et dans les points de données représentés en blanc, c'est quand la personne, elle écoute et elle regarde la personne qui parle. Okay? Alors, on peut voir, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça n'a pas marché. Alors, si on prend, par exemple, à un point donné, comme à moins 9, où le bruit il est plus fort que la parole. Et on regarde comment les gens peuvent performer s'il y a juste la parole, bien, on peut s'apercevoir que c'est autour de 20 %. Mais quand on peut voir, dans le même environnement, là, avec le même bruit, les mêmes conditions, la même personne qui parle, si maintenant on peut voir la personne qui parle, bien là, on va comprendre jusqu'à 60 %. Alors, tantôt, quand je disais de faire de la lecture labiale, ça pouvait beaucoup améliorer notre capacité de bien comprendre. Ce n'est pas minime, là, de comprendre 40 % de plus. Ça peut faire toute la différence entre avoir une belle conversation et d'avoir une conversation qui est super difficile. Prochaine diapo. L'autre façon l'autre solution en termes de stratégie de communication, c'est de parler clairement. Et les gens vont parler d'utiliser une parole claire, mais qu'est-ce que ça veut dire utiliser une parole claire? Ça veut dire trois choses en gros. C'est on parle un peu plus lentement. Si on parle un peu plus lentement, ça va permettre à la personne qui écoute d'avoir un petit peu plus de temps pour traiter l'information. Tantôt, Ronald parlait de faire
de la suppléance cognitive pour remplacer les sons qu'on n'entend pas. Mais si quelqu'un parle un peu plus lentement, bien, ça nous permet de faire de la suppléance cognitive et de remplacer ces sons-là qu'on n'entend pas. L'autre chose qu'on va faire quand on parle plus clairement, c'est qu'on va mieux articuler, on va mieux prononcer tous les sons de la parole. Et si on prononce tous les sons de la parole, bien, la parole elle va être plus claire et plus facile à comprendre. Et quand on fait ça, toutefois, il ne faut pas exagérer parce que si on exagère en parlant trop lentement ou en exagérant trop notre articulation, bien là, ça crée de la distorsion puis c'est même plus difficile à comprendre. Prochaine diapo. Ça, c'est un projet de recherche qu'on a fait qui, effectivement, démontre l'effet de la parole claire. Et vous allez voir là, sur cette diapo-là, il y avait 6 différents locuteurs et on les a enregistrés dans différentes conditions où on leur a demandé de parler clairement, de parler naturellement, puis après ça, de parler clairement, sans leur dire c'est quoi parler clairement, mais de leur parler clairement comme s'ils parlaient à une personne qui a de la difficulté à entendre. Et on peut voir que les parler clairement, c'est les barres en noir, puis les parler naturellement, de manière conversationnelle, c'est les barres grises. Et on peut voir que dans presque tous les cas, quand les gens parlent clairement, ils augmentent de façon significative leur intelligibilité, sont plus faciles à comprendre. Et encore là aussi, on parle d'une amélioration de 20, 30, 40 %, c'est pas rien. Alors, si vous communiquez avec quelqu'un qui a de la difficulté à entendre, parlez clairement. Parler clairement, ça veut dire parler moins vite, bien articulé, sans exagérer et sans crier surtout. Prochaine diapo. L'autre chose, c'est qui arrive tout le temps dans la vie des gens qui ont de la difficulté à entendre, puis je peux vous le témoigner moi-même, c'est de parler quand on n'a pas l'attention de la personne. Alors, tu sais, dans notre cas, c'est ma conjointe qui va me parler pendant que je suis en train d'écrire un message sur Facebook ou pendant que je suis en train de lire un roman. C'est clair que mon attention, elle est ailleurs. Mon attention, elle porte sur une activité que je suis en train de faire plutôt que sur écouter la personne qui me parle. Alors, la personne va commencer à parler et ça va me prendre un peu de temps à réaliser, que quelqu'un me parle. Puis souvent, parce qu'elle est dans l'autre pièce, bien là, je ne comprendrai pas bien. Alors, c'est clair qu'on va avoir de la difficulté à comprendre, puis ça va mener à des bris de communication. Alors, si vous interagissez, avec quelqu'un qui a de la difficulté à entendre, bien, assurez-vous d'avoir son attention puis de lui dire c'est quoi le sujet de conversation avant de commencer à dire ce que vous avez à dire. Alors, je prends l'exemple de moi et de ma conjointe, c'est plutôt que de venir me dire que le souper est prêt ou est-ce que je veux un autre verre de vin, c'est de dire « Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends? » Si je dis « Oui, je t'entends » ou bien ça, là déjà mon attention va être là ou bien « Non, je ne t'entends pas parce que la télévision joue. » Mais puis après ça, dire « OK, là, je t'entends, c'est quoi donc que tu voulais dire? » Alors, de cette façon-là, on va éviter des bris de communication, puis des malentendus, puis des fois de la frustration entre le couple parce que la conversation n'est pas aussi fluide qu'elle pourrait l'être. Prochaine diapo. Et dernièrement, dans tout ça, ce que je voulais aussi vous dire, c'est la solution, ce n'est pas de crier. Quand on crie, on parle plus fort peut-être, mais si on parle plus fort et les gens ont des appareils auditifs, ce n'est pas aidant du tout. Et plus souvent qu'autrement, quand on crie, ça crée de la distorsion dans la parole et qui fait en sorte que quand on a de la difficulté à entendre et la parole n'est déjà pas claire, puis en plus, on ajoute de la distorsion parce qu'on crie, bien, ça fait en sorte que c'est juste plus difficile à comprendre puis ça mène à des bris de communication. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est tout pour moi aussi et c'est peut-être un bon moment pour la période de questions et de commentaires. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même en manipulant le diaporama, j'avais des commentaires de mon équipe. C'était vraiment une conférence, j'en connais un bout, là, moi, sur la surdité et la malentendance, mais j'ai appris des choses, puis c'est vraiment intéressant. Et les stratégies de communication que vous avez élaborées, donc expliquées, c'est pour les malentendants, mais aussi beaucoup pour l'entourage. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, la parole est à vous. On a quand même 65 participants.
Et il y a deux façons. Je vais vous demander de ne pas utiliser la discussion, le chat. Je vais vous demander d'utiliser soit la formule question-réponse écrite ou de lever la main pour demander le droit de parole. Alors, la parole est à Madame Lise Dugas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. OK. Ben, je veux simplement dire que je trouve que cette conférence-là devrait être donnée aux entendants parce que ça donne plein d'explications, de trucs. Je trouve que ça s'adresse aux entendants. Est-ce que c'est possible de la faire entendre ou à y réserver? Oui. Alors, ben, je peux répondre à cette question-là parce qu'effectivement, nous sommes en train d'enregistrer la conférence en ce moment. Nous allons la mettre sur notre chaîne YouTube et nous allons distribuer le lien à très grande échelle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce Oui. que je trouve ça intéressant ce que Madame a dit. Une des diapos qu'on a dû enlever à un moment donné, c'est qui disait la communication, c'est une action partagée. Alors, c'est une responsabilité partagée. Alors, quand on communique avec quelqu'un, puis je pense que je l'ai dit indirectement durant la conférence, c'est pas juste la responsabilité de la personne qui a de la difficulté à entendre, de comprendre, et c'est pas juste la responsabilité de la personne qui parle à se faire comprendre, c'est vraiment partagé. Et oui, effectivement, j'ai choisi de parler de stratégies de communication qui peuvent être utilisées par la personne qui s'adresse à la personne qui a de la difficulté à entendre, et pour effectivement faire soulever ce point-là que vous mentionnez, Mme Dugas. Mais je voulais aussi que ceux qui ont de la difficulté à entendre voient c'est quoi ces stratégies-là, parce que c'est des choses qu'on peut demander à l'autre de faire. Alors moi, si j'ai de la difficulté à entendre, je peux dire Jeanne, peux-tu parler juste un petit peu plus lentement, s'il vous plaît, parce que j'ai de la difficulté à te suivre. Pourrais-tu juste articuler un petit peu mieux? Ou bien dire, Ronald, attends une minute, je veux juste fermer la télévision parce que j'ai plus de difficultés quand la télévision joue. Alors, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées autant par la personne qui a de la difficulté à entendre que de la personne qui s'adresse à elle. Voilà. Parfait. Est-ce que ça répond à votre question, Lise, ou si vous voulez ajouter quelque chose? Non. Merci, ça va. Merci encore pour cette belle conférence. C'est vraiment un sujet important. Et puis, ben là, le problème, c'est toujours les masques. Là, on parle de regarder la personne qui parle, mais là, le grand problème dans le moment, c'est les masques. Avec une fenêtre, je viens juste d'aller à la pharmacie, puis il fallait que je parle à la pharmacienne. Elle avait un masque derrière un plexiglas. Alors, je lui dis, si vous avez un masque avec une fenêtre, et là, elle a fait signe que oui. Puis elle a ôté, est-ce que ça vous dérange si j'ôte mon masque? Je lui dis non. Fait qu'elle l'a ôté, puis là, j'ai pu lire sur ses lèvres, puis elle le remettait. Quand moi, je posais une question, elle le remettait, elle l'enlevait. On s'est organisé comme ça, mais c'est toutes les énergies qu'il faut mettre pour comprendre, puis répéter tout le temps. Mais merci infiniment, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Madame Dugas. Alors, on a des questions par écrit. Ben, on a des félicitations de quelqu'un que vous connaissez bien, Adriana, qui vous félicite. Louise Bertrand de Sept-Îles. Serait-il possible que votre organisme, alors ça pourrait être Audition Québec ou l'École d'orthophonie et d'audiologie, sensibilise les audioprothésistes afin qu'ils fournissent des rapports vulgarisés suivant un test d'audition? Ce n'est pas toujours compréhensible pour le commun des mortels. Merci pour votre conférence. Alors, est-ce que l'École d'audiologie pourrait... Bien, je sais qu'il y a, avec des étudiants, on regarde, il y a un organisme au niveau mondial qui s'appelle
l'Institut AIDA ou AIDA Institute. Puis, ils ont désigné un genre d'audiogramme, mais plus facile d'accès. Puis, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour l'adapter en français. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé par tous les professionnels de l'audition. C'est beaucoup pour mieux vulgariser les résultats d'une évaluation. Mais ça, on est présentement dans le processus de faire ça. Parfait, merci beaucoup. Ginette demande s'il y a des traitements pour les acouphènes. Ronald, je sais que vous êtes spécialiste. S'il y a des traitements, mais c'est sûr qu'il existe des traitements. C'est sûr qu'il n'y a pas de traitement, entre guillemets, médical, là. Il n'y a pas encore de médicaments ou de produits qu'on peut prendre pour diminuer un acouphène. C'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle, il y a deux composantes. Il y a toute la thérapie, ce qu'on appelle la thérapie sonore. Puis il y a aussi ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le counseling ou la thérapie cognitio-behaviorale. Mais ça, c'est sûr, comme je dis souvent, ça commence par une bonne évaluation. C'est la première chose à faire, c'est d'avoir une évaluation pour voir. Ça se peut que dans certains cas, il peut y avoir une cause médicale traitable. Donc, il faut s'assurer que ce n'est pas ça. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a toujours des thérapies en acouphènes qui peuvent être faites et pour aider la personne. Ce qu'on appelle, nous, c'est de la gestion. C'est d'aider la personne à mieux gérer son acouphène. On ne dit pas vraiment guérir de l'acouphène parce que si la personne a une acouphène depuis très longtemps, c'est presque impossible de le faire disparaître. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour les acouphènes. Merci. Merci beaucoup, Ronald. La prochaine, ce n'est pas une question, en fait, c'est un commentaire et c'est moi qui vais répondre. Ça va me donner l'occasion de faire un petit boniment de vente. Le débit de la parole, comme vous disiez, M. Gagné, est très important. De plus, le malentendant doit laisser savoir sa condition auprès de l'autre personne avant d'échanger. C'est exactement le rôle, en fait, un des rôles d'Audition Québec. Depuis le début de la pandémie, surtout avec les fameux masques opaques, on n'a plus le choix, là. On ne peut plus faire semblant de comprendre, puis on ne peut plus lire sur les lèvres. Alors, il faut s'identifier. C'est pour ça qu'on a des accessoires, comme un macaron que je lis sur les lèvres, pour les personnes qui lisent sur les lèvres. C'est sûr que souvent, quand les personnes, premièrement, moi, je trouve, comme personne malentendante, ça casse la glace. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui veut se promener avec ça comme ça, là, mais on peut l'avoir dans ses poches, le montrer, et là, la personne sait qu'on a un problème auditif. On ne peut pas demander à quelqu'un de baisser son masque. Madame Dugol l'a demandé tantôt, mais c'était un professionnel de l'audition. Ce n'est pas une stratégie qu'on encourage, parce que si le masque est contaminé, la personne peut se contaminer. C'est certain que l'idéal, c'est un masque à fenêtre transparente. On a deux autres badges, deux autres macarons, parce qu'il faut dire aux gens qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Alors, soit qu'on porte une aide auditive ou qu'on dit qu'on est une personne malentendante, s'il vous plaît, parlez clairement. Moi, les stratégies que j'utilise, parce que moi, j'ai 2 implants cochléaires et j'ai de la difficulté aussi quand il y a un masque, puis en plus un plexiglas, je demande aux gens de parler un peu plus lentement, un peu plus fort, pas crier surtout, parce que c'est humiliant pour nous, c'est humiliant de ne pas crier, parler juste un peu plus fort, plus clairement, des phrases plus courtes. Il faut dire à l'autre personne qu'est-ce qu'on attend. Parce que si on dit « je suis sourd » ou « je suis malentendant », ils ne sauront pas quoi faire. Alors, on a notre rôle à jouer là-dedans. Voilà. Il y a quelqu'un, Louise, je désire remercier tous les intervenants pour leur préparation de cet important outil, effectivement. Merci beaucoup parce que, comme je vous le disais, on va le mettre sur notre chaîne YouTube et on va le partager en grand nombre. Oui, M. Gagné.
Votre microphone, c'est à vous de... Voilà. Voilà, excusez, oui, je ne pesais pas sur le bon microphone. Moi aussi, je vais en profiter pour faire une petite annonce de notre côté. Dans le montage des diapos, je pense qu'il y en a une qui était coupée, qui était la dernière, avec Mme Lacerda, justement, et puis des collègues à l'Institut de gériatrie. On a préparé une série de 4 petites vidéos qui ne sont pas tellement longues, qui sont une dizaine de minutes chaque et même moins, et qui sont disponibles sur la chaîne YouTube merci qui a préparé ça, c'est génial, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du Centre de recherche de l'Institut. Ça traite beaucoup des sujets qu'on a discutés cet après-midi avec M. Choquette et moi-même. Par contre, ils sont aussi sous-titrés. Alors, vous pouvez les écouter pour les regarder, pour apprendre vous-même et le faire écouter aussi aux gens de votre entourage. Et puis, ça fait des super beaux sujets de discussion après pour essayer de trouver des solutions à des situations que vous vivez avec votre entourage. Et comme des raisons sont gratuites, ces vidéos-là, on les a préparées à l'intention du grand public. Alors, si vous avez la chance, allez les regarder. Je suis certain que vous allez trouver ça utile. D'accord. On a 2 autres questions. Monsieur Choquette a parlé d'un lien possible entre la perte auditive et la dépression. Depuis plusieurs années, on voit les taux de dépression croître. Et la pandémie n'aidera pas les choses, là. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Un lien. C'est sûr, je pense pas qu'il y a un lien. Je ne sais pas, peut-être Jean-Pierre, tu pourrais répondre mieux que moi par rapport à ça. Ou... Je peux essayer, effectivement. C'est clair qu'il y a un lien. Est-ce que le lien est physiologique ou est-ce que le lien émane de notre cerveau? Ça, c'est plus difficile à démontrer, malgré que ce n'est pas impossible. Mais le lien, passe sûrement par l'isolement. Et quand on a une perte auditive, puis Ronald l'a mentionné, puis je l'ai mentionné, on a tendance à s'isoler parce que c'est compliqué d'aller là où il y a du monde, c'est compliqué d'aller au restaurant, c'est compliqué des soupers de famille, c'est compliqué d'aller jouer aux cartes avec nos amis. Alors, on a tendance à se retirer, puis à rester chez nous, puis à regarder la télévision, puis à ne pas faire grand-chose. Mais cet isolement-là fait en sorte qu'on est des êtres humains, des êtres sociables. Et si on coupe nos liens sociaux avec les autres personnes, c'est évident que ça va nous mettre dans un état plus dépressif. Et il y a des gens qui, dans ces états-là, comme vous l'avez mentionné, Mme Choquette, l'expérience de la pandémie, on est plus susceptible de développer des problèmes de santé mentale et de dépression parce qu'on n'a pas l'occasion de partager nos expériences de vie avec d'autres personnes. Alors, pour moi, c'est clair que le lien est là. Et la déficience auditive, parce que ça touche directement à la communication, mais ça touche directement cette participation sociale-là, puis cet isolement-là, et ça peut mener à des problèmes plus d'ordre cognitif et mental, comme on a mentionné. Justement, vous parlez de problèmes cognitifs. Moi, ce que j'ai compris de certains articles scientifiques, c'est que si on s'isole et que, bon, peut-être regarder la télévision, d'accord, mais si on n'a pas de stimulation auditive, les neurones, à un moment donné, vont devenir paresseuses, puis les neurones liés au sens de l'audition. Est-ce que je me trompe? Votre micro est fermé. Ton micro, Jean-Pierre. Votre micro est fermé. Jean-Pierre, ton micro. En plus de ce facteur social-là que je viens de décrire, il y a effectivement un système nerveux qui est très interrelié aussi. Alors, si on ne stimule pas ces neurones-là, autant sur le plan de l'audition qui fait partie de la communication, qui fait partie de nos interactions, effectivement, il peut se développer, je vais utiliser, vulgariser un terme que je ne devrais probablement pas utiliser, mais un genre d'atrophie, un genre parce que ces cellules-là ne sont pas stimulées, ils vont finir par ne pas fonctionner de façon normale. Alors, oui, ce n'est pas impossible, c'est juste plus difficile à démontrer qu'il y a des sources physiologiques au lien entre l'isolement et la dépression et les problèmes de santé mentale. D'accord, merci. Une dernière question peut-être. Vous avez dit donc qu'il y a un lien entre la capacité de compréhension et la distance de son intervenant. Donc, on peut penser que les étudiants en arrière d'une classe peuvent avoir une perte d'information advenant une perte auditive.
Alors, pourquoi ne pas avoir des tests d'audition également, pas juste pour la vue, mais pour l'ouïe, pour les étudiants et les professionnels? C'est une très bonne question. Alors, dans un premier temps, vous avez tout à fait raison. Si on a de la difficulté à entendre, puis on a le choix, puis on va s'asseoir en arrière dans le fond de la classe, c'est clair que le signal va être moins fort, puis que non seulement il va être moins fort, mais il va être moins clair parce qu'il y a du bruit dans la salle de classe. Le bruit se situe entre le professeur qui parle en avant et nous qui est assis en arrière. Il y a aussi de l'écho, hein, ce qu'on appelle la réverbération, les sons de la professeure qui parle, ils nous arrivent directement à notre oreille, mais ils nous arrivent aussi par la voie de rebondissement des sons des murs, du plafond, du plancher, qui fait en sorte que ça fait des sons qui sont moins clairs. Alors oui, si on a de la difficulté à entendre et si on est un peu, je parle pour moi-même et pour les gens de mon âge, si on est un peu plus vieux, même si on n'a pas une grande difficulté à entendre, de se rapprocher de la personne qui parle pour que la voix soit un peu plus forte et surtout plus claire, ça va aider. Mais votre commentaire sous-jacent à tout ça est aussi très pertinent. Comment se fait qu'on peut admettre des enfants à l'école et qu'on va s'assurer qu'ils voient, mais qu'il n'y a pas de test de dépistage, par exemple, dépistage systématique qui se fait au moment de rentrer à l'école et que c'est un peu laissé aux parents puis aux professeurs de dire « Ah, il me semble que Paul entend moins bien ou il met la télévision trop fort et de dire « Ah, peut-être qu'on devrait aller faire. » Et souvent, ça vient se manifester par un trouble de langage ou de parole parce que le petit n'entend pas bien, bien, il ne va pas produire les sons de la bonne façon, il va avoir de la misère à comprendre. On ne pensera même pas que ça peut être dû à son audition. On va juste dire « Ah, il y a un problème de langage, cet enfant-là. » Alors, oui, c'est très malsain, très malheureux qu'il n'y ait pas des dépistages universels au niveau des écoles, surtout au niveau des jeunes enfants, là, à la maternelle, puis dans les centres de la petite enfance, effectivement. Alors, il y a quelqu'un justement qui fait un commentaire à cet effet que les technologues qui rencontrent des personnes malentendantes pour le suivi annuel doivent être informés des ressources. Alors, voilà. Donc, écoutez, on va terminer ici. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolettre d'Audition Québec, parce que c'est de cette façon-là, on va envoyer aussi le lien à l'école d'orthophonie et d'audiologie, mais dans notre infolettre qu'on envoie chaque semaine à notre liste d'envoi, qui grossit de jour en jour, on va envoyer le lien vers la vidéo YouTube. Donc, vous pourrez faire écouter, si vous êtes malentendant, à votre entourage, ou si vous êtes un professionnel de l'audition, à vos clients et à leur entourage. Alors voilà, merci beaucoup. Merci M. Gagné, merci M. Choquette. Merci à nos deux interprètes du CIVET. Merci beaucoup. Merci Nathalie Gagné pour le sous-titrage et merci à toute l'équipe d'Audition Québec pour avoir mis en place ce webinaire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup.